Walt Disney World, Kennedy Space Center, Miami Beach et les Everglades. Ce ne sont que quelques-unes des attractions emblématiques de la Floride qui en font l'un des symboles les plus facilement reconnaissables des États-Unis. Mais saviez-vous que les États-Unis ont en fait acheté la Floride à l'Espagne au 19e siècle? Et de plus, cela n'a coûté qu'une misérable somme de 5 millions de dollars, ce qui, en termes actuels, serait d'environ 110 millions de dollars. Pour mettre cela en perspective, l'économie de la Floride génère aujourd'hui environ 1,65 milliard de dollars par an, ce qui en fait la 4e plus grande économie des États-Unis et la 15e plus grande économie du monde. Cela fait de l'achat de la Floride par les États-Unis l'une des transactions immobilières les plus rentables de l'histoire. De plus, l'argent n'a même pas réellement été payé à l'Espagne, mais plutôt aux citoyens américains pour régler leurs revendications contre l'Espagne. Mais pourquoi les États-Unis ont-ils acheté la Floride à l'Espagne? Le potentiel économique du territoire était certainement l'une des principales raisons, mais ce n'était pas la seule. Nous explorerons sous peu les véritables raisons pour lesquelles les États-Unis ont acheté la Floride à l'Espagne. Mais tout d'abord, comment l'Espagne avait-elle acquis la Floride et quelle était la situation là-bas au moment où les États-Unis envisagèrent de l'acheter? Nous commencerons en 1565, lorsque le conquistador espagnol Pedro Menéndez de Avilés est arrivé dans le coin sud-est de l'Amérique du Nord et a établi Sainte-Augustine, la plus ancienne colonie établie par les Européens et continuellement occupée sur le continent des États-Unis. La Floride avait été habitée par diverses tribus amérindiennes, dont les Timucua, Calusa et Séminoles pendant environ 12 000 ans avant l'arrivée des Espagnols. On estime qu'il y avait au moins 15 puissantes chefferies avec une population combinée allant jusqu'à 350 000 personnes au moment où les Espagnols ont débarqué pour la première fois. L'Espagne a établi 6 colonies principales: Pensacola, le Sainte-Augustine précédemment mentionné, Santa Elena, Presidio Santa Maria de Galve, San Miguel de Guadalpe et Fort Caroline, qui avaient été établis à l'origine par les Huguenots français, mais plus tard pillés et repris par les Espagnols. De plus, vers le milieu des années 1700, ils avaient également construit 40 missions espagnoles, occupées par 70 frères et 26 000 Amérindiens, ainsi que quelques postes de commerce dispersés. Ils ont introduit le christianisme, le bétail et l'agriculture dans la région et ont contrôlé le territoire en tant que colonie jusqu'en 1763. Après la guerre franco-indienne, l'Espagne a cédé la Floride à la Grande-Bretagne en 1763, qui l'a contrôlée jusqu'en 1781. Durant cette époque, les Britanniques ont scindé la Floride en 2 parties, Est et Ouest, afin de simplifier son administration. Les colons britanniques ont commencé à s'installer en Floride de l'Est, tandis que la Floride de l'Ouest est restée largement sous contrôle espagnol. Après la Révolution américaine, l'Espagne a récupéré la Floride en 1781. Cependant, les colons américains ont commencé à s'installer en Floride de l'Ouest et ont finalement atteint environ 1000 résidents. Cela a conduit à des tensions et finalement à une rébellion contre les autorités espagnoles en 1810. Le gouvernement espagnol a eu du mal à maintenir le contrôle et la région est devenue un foyer de contrebande et de piraterie. Avec l'Empire espagnol en sérieux déclin et ayant du mal à garder le contrôle sur une région de plus en plus problématique, les États-Unis ont fait une offre pour acquérir le territoire. Parmi les principales raisons de cette démarche, il y avait l'opportunité qu'elle offrait de résoudre plusieurs problèmes de sécurité interconnectés en un seul coup. La première raison de l'acquisition de la Floride était qu'elle permettait aux États-Unis de résoudre plusieurs litiges territoriaux persistants avec l'Espagne, tout en enlevant une épine du pied de l'Espagne. Lorsque l'Espagne est arrivée et a revendiqué la Floride comme leur territoire, leurs principaux objectifs étaient de trouver de l'or et de l'argent, d'établir des communautés agricoles autosuffisantes, de créer un système de mission pour convertir les Amérindiens au christianisme et d'établir une zone tampon de sécurité entre leurs colonies au Mexique et dans les Caraïbes et les colonies britanniques au nord. En particulier, la Floride était considérée comme d'une importance stratégique vitale pour protéger le commerce intercontinental de l'Espagne. Le problème pour l'Espagne était qu'aucun de ses objectifs ne s'était particulièrement bien déroulé. Premièrement, il n'y avait pas de dépôt significatif d'or ou d'argent à trouver. Le sous-sol de la Floride regorge de calcaire, atteignant parfois des centaines de pieds de profondeur. Aujourd'hui, la Floride extrait et consomme plus de 150 millions de tonnes de calcaire par an. Ces dépôts, tels que la coquina, étaient une source intéressante de matériaux de construction pour les colons espagnols,
mais ils n'ont guère trouvé de métaux précieux. Alors que le mot se répandait à la maison sur le manque de ressources précieuses à obtenir en Floride, il devenait de plus en plus difficile d'attirer de nouveaux colons et investisseurs. La colonie a eu du mal à devenir économiquement viable, devenant de plus en plus dépendante des subventions de l'Espagne pour survivre. En même temps, non seulement la population autochtone résistait à la conversion au christianisme, mais sa population était grandement affectée par les maladies apportées par les Européens, comme la rougeole, la variole et la grippe. À travers les Amériques, on estime qu'environ 20 millions de personnes des populations indigènes ont été tuées par des maladies infectieuses au cours des années suivant la colonisation européenne, y compris celles introduites par les Espagnols. En Floride espagnole, les ravages causés par ces maladies ont réduit la main-d'œuvre et ont rendu difficile pour les Espagnols d'établir une économie autonome. Mais peut-être que le problème le plus problématique pour les Espagnols était leur incapacité à établir un contrôle ferme sur le territoire. Comme mentionné précédemment, la Floride était censée fournir un tampon stratégique entre ses colonies des Caraïbes, la Nouvelle-Espagne, qui est devenue le Mexique, et les colonies britanniques en expansion au nord. Cependant, il manquait de puissance militaire pour défendre adéquatement le vaste territoire. Pedro Menéndez de Avilés n'était arrivé qu'avec environ 400 soldats et métis, ou soldats d'ascendance espagnole et indienne mixte. L'ensemble du contingent de l'armée espagnole en Floride n'a jamais dépassé plus de plusieurs centaines d'hommes supplémentaires pendant toute leur période de 200 ans au pouvoir. Sous la pression des colonisateurs anglais et français, des colons des États-Unis et des raids de plus en plus destructeurs des Amérindiens, la Floride était devenue un casse-tête coûteux pour l'Empire en déclin. Les États-Unis ont proposé un meilleur accord à l'Espagne, lui permettant de prioriser ses territoires et intérêts clés. Cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle les États-Unis ont acheté la Floride. Le changement de main de la Floride a permis une solution pratique et amicale au conflit frontalier qui couvait depuis longtemps entre les deux nations. En 1800, l'Espagne avait accepté de rendre la Louisiane et la Nouvelle-Orléans à la France. L'accord, conclu sous la forte pression de l'empereur français Napoléon Bonaparte, incluait une promesse de rendre ces territoires à l'Espagne si la France les abandonnait. La France a vendu la Louisiane aux États-Unis. En 1803, l'Espagne a contesté l'appartenance de la Floride occidentale à la vente, créant un conflit frontalier entre les deux pays. Il convient de noter que l'achat de la Louisiane est également considéré comme l'une des plus grandes affaires immobilières de l'histoire mondiale. Les États-Unis ont payé seulement 15 millions de dollars pour une superficie d'environ 828 000 miles carrés, ce qui revient à environ 400 par acre. Néanmoins, les Espagnols voulaient que la frontière nord de la Floride occidentale soit la même que celle établie par la Grande-Bretagne en 1763. Cependant, les États-Unis ont exigé l'ancienne frontière au 31 parallèle nord, qui a été reconnue comme la frontière officielle par le traité de San Lorenzo de 1795. Cependant, avec l'arrivée de plus en plus de colons américains en Floride occidentale, les tensions entre les colons et les autorités espagnoles ont augmenté. En 1810, les colons américains en Floride occidentale se sont révoltés contre la domination espagnole, proclamant l'indépendance de la région. Le gouvernement américain a profité de l'affaiblissement de l'Espagne dû à l'invasion napoléonienne pour revendiquer la région suite à cet incident. Le différend frontalier a finalement été réglé par le traité d'Adamsonis, signé le 22 février 1819, qui a établi la rivière Sabine comme frontière entre le Texas espagnol et les États-Unis. En échange de la résolution du différend frontalier le long de la rivière Sabine, l'Espagne a cédé la Floride aux États-Unis. Les États-Unis ont payé 5 millions de dollars, comme mentionné plus tôt, une somme qui n'a pas réellement été payée à l'Espagne, mais a plutôt été utilisée pour régler les revendications des colons américains contre l'Espagne. En 1819, les colons américains avaient déposé 720 revendications uniques pour des dommages et pertes résultant d'actions militaires espagnoles, telles que les saisies de biens, de bétail et de récoltes, ainsi que la destruction de maisons et d'infrastructures. Ils avaient également des revendications liées aux frontières contestées entre la Floride espagnole et les États-Unis. L'acquisition de la Floride auprès de l'Espagne a permis aux États-Unis non seulement de sécuriser la terre en Floride pour ses colons, mais aussi de les protéger d'une manière dont les Espagnols n'avaient pas été en mesure de le faire. Et c'était la troisième raison pour les États-Unis d'acquérir la Floride de l'Espagne pour protéger ses colons.
Avant le traité de 1819, quelques colons américains avaient établi des communautés éparses en Floride occidentale. Ces communautés se concentraient sur la culture de la canne à sucre, du chanvre et de l'indigo, destinés à l'exportation et à la production de produits comme le rhum. Le golfe du Mexique et les eaux environnantes offraient également de nombreuses opportunités de pêche, et la position stratégique de la Floride occidentale facilitait le commerce avec les autres colonies et les tribus amérindiennes. Cependant, ces efforts sont restés modestes et localisés, sans industrie à grande échelle, en grande partie à cause des raids des Amérindiens et, en particulier, des Séminoles. Le peuple séminole est apparu en Floride au XVIIIe siècle à travers un processus d'ethnogénèse combinant des éléments de divers groupes amérindiens et d'esclaves en fuite. Le terme séminole provient probablement du mot Creek, Simanoli, signifiant séparatiste ou fugitif, ou de l'espagnol cimarron, signifiant sauvage. Les principaux ancêtres des Séminoles étaient les Creeks Muscogee du nord des actuelles Géorgie et Alabama. Entre 1000 et 2000 de ces Creeks ont migré en Floride espagnole au début des années 1700, à la suite de leur expulsion forcée de leurs terres ancestrales en Géorgie et en Alabama par les colonisateurs européens. Les Séminoles ont établi leur village dans les Everglades. Ces établissements sont devenus une destination pour les esclaves en fuite de Géorgie, ce qui a gonflé le nombre et la diversité des Séminoles à environ 6000 au début des années 1800. Cependant, ces esclaves évadés ont aussi provoqué les propriétaires d'esclaves américains à mener des raids à travers la frontière pour récupérer ce qu'ils considéraient comme leur propriété. Les Séminoles ont riposté, menant à une série de guerres contre les États-Unis connues sous le nom de guerre séminole, la première ayant eu lieu de 1817 à 1818. La guerre a commencé par le massacre d'environ 44 Américains près d'un poste militaire en Géorgie. Les Séminoles ont continué à lancer des raids contre les colonies américaines, incitant le général de brigade Edmund P. Gaines à tenter des contre-mesures. Cependant, lui et sa force de 600 soldats réguliers étaient confinés à Fort Scott, en Alabama, par les Séminoles. Le major général Andrew Jackson a reçu l'ordre de prendre en charge l'opération, mais a choisi d'interpréter les instructions de Gaines comme sanctionnant une invasion à grande échelle de la Floride espagnole. Il a organisé une force d'environ 3000 volontaires, miliciens, Indiens Creek subventionnés et réguliers, et a envahi la Floride au printemps de 1818. Ce groupe a détruit les camps des Séminoles et capturé Pensacola, la capitale de la Floride espagnole, ainsi que d'autres bastions espagnols. La première guerre des Séminoles s'est terminée par un accord de compromis qui a permis aux forces américaines de se retirer de la Floride sans répudier le populaire général Jackson, qui est bien sûr devenu le 7e président des États-Unis une décennie plus tard. Cependant, le problème des Séminoles était loin d'être résolu et l'Espagne n'était clairement pas disposée et capable de défendre les colons américains en Floride contre l'agression des Séminoles. L'acquisition de la Floride auprès des Espagnols a été bénéfique pour les États-Unis. Beaucoup plus de portée et de pouvoir pour protéger ses citoyens et le commerce croissant sur le territoire. En même temps, la situation avec les Séminoles a également fourni la 4e raison convaincante pour les États-Unis d'acheter la Floride, à savoir pour mettre fin au problème croissant des esclaves fuyant de Géorgie, Caroline et Alabama vers l'est de la Floride. Bien qu'un décompte exact ne soit pas disponible, il est évident que des centaines, voire des milliers d'esclaves se sont enfuis vers la Floride espagnole avant que les États-Unis n'acquièrent la Floride. Ces chiffres peuvent sembler insignifiants jusqu'à ce que vous réalisiez que la population de l'Est et de l'Ouest de la Floride, combinée à l'époque où les États-Unis l'ont acquis, est estimée à seulement environ 8000 personnes au total. Avec une population actuelle de plus de 22 millions d'habitants répartis dans chaque coin de l'État, il est difficile d'imaginer à quel point la Floride était alors une terre frontalière, sauvage et vide. Comme mentionné précédemment, les Espagnols n'avaient pas réussi à attirer beaucoup de colons en Floride en premier lieu, mais au début du XVIIIe siècle, les centaines d'Espagnols qui sont venus, avec les pillards britanniques à des colonies nouvellement établies de Caroline et de Géorgie, avaient réussi à tuer, asservir ou décimer, par des maladies importées, la majorité de la population indigène qui était là avant leur arrivée. Nous avons mentionné plus tôt que pendant une période de 20 ans, entre 1763 et 1783, la Floride était passée sous la domination britannique. À la fin de la guerre de 7 ans, l'Espagne a échangé la Floride contre le contrôle de la Havane à Cuba et de Manille aux Philippines,
toutes deux capturées par les Britanniques pendant la guerre. Les fonctionnaires, soldats et colons espagnols ont quitté la Floride en masse après la signature du traité, avec toute la population de 3091 habitants de Sainte-Augustine qui ont émigré à Cuba, bagages et biens. Ils ont emmené avec eux une grande partie de ce qui restait de la population indigène. Héritant d'un territoire largement vide, les Britanniques ont rapidement commencé une politique de recrutement agressive pour attirer des colons dans la région, offrant des terres gratuites et un soutien pour les entreprises orientées vers l'exportation. Mais ils n'ont guère mieux réussi dans leurs efforts pour attirer des colons que les Espagnols. Et à l'aube du 19e siècle, des milliers d'Indiens Creek du Sud ont commencé à migrer vers les vastes étendues mal défendues de territoires vides, accompagnés d'un nombre croissant d'esclaves. En 1814, la population noire de la Floride, incluant citoyens libres et esclaves, atteignait 57% du total, contre 27% en 1786. Alors, pourquoi les esclaves ont-ils spécifiquement fui vers la Floride? Un facteur important était la proximité et la perméabilité de la frontière. Pour les États esclavagistes du Sud-Est, la frontière de la Floride était la plus proche et la plus accessible. Un autre facteur majeur était la politique espagnole en vigueur à l'époque, qui accordait la liberté aux esclaves qui se convertissaient au catholicisme et acceptaient le service militaire. Cette politique n'était pas seulement conçue pour sauver plus d'âmes pour l'Église catholique, mais avait été un moyen de déstabiliser les économies de plantation des colonies britanniques. Une stratégie qui a continué à profiter à l'Espagne après que la Révolution américaine ait entraîné l'intégration de ces colonies aux États-Unis. Une grande partie de l'économie du sud des États-Unis était alimentée par le travail des esclaves dans les plantations. En 1790, il y avait au moins 700 000 esclaves aux États-Unis, soit environ 18% de la population. Ce nombre augmenterait à environ 4 millions en 1860, un facteur majeur dans la croissance phénoménale de l'économie des États-Unis pendant la même période. Protéger l'économie de plantation en empêchant les esclaves de s'échapper était donc d'une grande importance économique pour les États-Unis au début des années 1800. La cinquième raison liée à la sécurité pour les États-Unis de prendre le contrôle de la Floride était la création d'une zone tampon contre l'expansion possible des colonies espagnoles ou celle d'autres puissances agressives comme la Grande-Bretagne et la France, si l'Espagne était forcée de céder à nouveau le territoire. Cette zone tampon était avantageuse dans les deux sens. Pour l'Espagne, le traité Adams-Onis a assuré qu'elle conservait sa colonie du Texas et maintenait une zone tampon entre ses colonies en Californie et au Nouveau-Mexique et les États-Unis. La valeur économique du Texas, de la Californie et du Nouveau-Mexique n'était pas particulièrement significative pour les Espagnols. Cependant, leur importance en tant que tampon pour la lucrative colonie du Mexique l'était certainement. Dans les années 1790, la production d'argent du Mexique à elle seule valait environ 21 millions de pesos à la couronne espagnole. Le traité renonçait explicitement aux revendications des États-Unis sur le Texas, reconnaissant la souveraineté espagnole sur la région et empêchant de futures tentatives américaines de l'annexer. Cela a aidé à prévenir les conflits potentiels et à sécuriser les intérêts espagnols dans la région. Pour les États-Unis, en plus d'acquérir un vaste et potentiellement lucratif nouveau territoire, le traité a considérablement réduit les tensions et les conflits entre les États-Unis et l'Espagne, sécurisant les intérêts américains et établissant une relation plus stable entre les deux nations. Donc, d'un point de vue sécuritaire, l'acquisition de la Floride par les États-Unis leur a permis de faire d'une pierre deux coups, protégeant leurs frontières sud contre l'agression des Séminoles et des Espagnols, empêchant l'évasion des esclaves, réglant le litige frontalier de longue date avec l'Espagne et réduisant les tensions en sécurisant les intérêts des deux nations. La sixième raison pour les États-Unis d'acheter la Floride à l'Espagne était l'expansion territoriale. L'ajout de la Floride a évidemment bénéficié aux États-Unis d'élargir considérablement son territoire, l'expansion étant une priorité majeure pour la jeune nation. Le traité a transféré environ 72 000 miles carrés de territoire espagnol aux États-Unis, augmentant le territoire sous contrôle américain d'environ 4,3%. Mais pourquoi l'expansion était-elle si cruciale pour les États-Unis? À cette époque, au cours du premier quart du 19e siècle, l'idée de la destinée manifeste a saisi la nation. Cela soulignait que les États-Unis étaient destinés à étendre leur territoire à travers l'Amérique du Nord.
L'idée est née d'un désir d'expansion territoriale, stimulé par un sentiment croissant de confiance en soi au sein des États-Unis, alimenté par les succès de la guerre de 1812 et l'acquisition du territoire de la Louisiane de la France en 1803, ce qui a doublé la taille des États-Unis. Les deux principaux défenseurs politiques de l'idée de la destinée manifeste étaient le président Andrew Jackson, qui parlait d'étendre la zone de liberté, et plus tard, le président James K. Polk, qui a plaidé pour l'annexion du Texas et du territoire de l'Oregon. Un autre président, John Quincy Adams, était initialement un partisan de l'idée, mais a plus tard répudié l'expansionnisme en raison de son lien avec l'expansion de l'esclavage. Cependant, vers 1870, motivés par la destinée manifeste, les États-Unis avaient ajouté 13 États, y compris la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas. Il avait aussi acquis des régions du Colorado, du Kansas, du Nebraska et du Wyoming. Ces ajouts ont agrandi les États-Unis d'au moins 525 000 miles carrés, avec une population croissant à un taux de 3,5% par an. De 17 millions à 31 millions entre 1840 et 1860. Après tous les bouleversements et violences qui ont donné naissance à la nation de 1815 à 1825. Les États-Unis s'étaient installés dans une nouvelle période, connue sous le nom d'époque des bons sentiments. Cela a été marqué par un sentiment de but national et d'unité qui comprenait un désir généralisé d'expansion territoriale. L'administration du président James Monroe visait à promouvoir l'unité nationale et à éliminer les divisions partisanes, et l'expansion était considérée comme un moyen d'atteindre cet objectif. L'expansion territoriale, notamment en Floride, favoriserait aussi les États-Unis, d'empêcher l'empiètement étranger et d'assurer l'accès au fleuve Mississippi et au golfe du Mexique. De nombreux sudistes pro-esclavagistes cherchaient à étendre le territoire où l'esclavage pourrait continuer à croître et à se développer, envisageant une grande république esclavagiste s'étendant à travers les Caraïbes jusqu'au Brésil. Pour ces raisons, l'expansion était au premier plan de l'esprit de nombreux acteurs importants aux États-Unis, surtout dans une zone d'une importance stratégique telle que la Floride. En fait, plutôt que quoi que ce soit en Floride ou sous sa terre, l'une des raisons les plus convaincantes pour les États-Unis d'acquérir la Floride était la valeur stratégique de son emplacement. Qu'est-ce qui fait de la Floride un emplacement si stratégiquement important? Il y a plusieurs raisons, mais nous garderons la meilleure pour la fin. Pendant ce temps, la 7e raison pour laquelle les États-Unis ont pris le contrôle de la Floride était l'accès et le contrôle de ses rivières, qui reliaient l'intérieur du pays au détroit de Floride et au golfe du Mexique. La simple proximité de la Floride avec le fleuve Mississippi la rendait cruciale pour le commerce interétatique et international américain. L'absorption de la Floride garantirait un accès sans entrave à la rivière et au golfe du Mexique. Les autres rivières de la Floride offraient également des avantages stratégiques et économiques. En tant que plus longue rivière de Floride, d'environ 310 miles, la St. John a joué un rôle significatif dans le développement précoce de l'État, servant de voie de transport et fournissant de l'eau pour l'agriculture. La rivière Apalachicola, longue de 160 miles, reliait le Panhandle au golfe du Mexique, en faisant une voie de transport vitale pour les marchandises et les personnes. L'invention récente du bateau à vapeur a ajouté de l'élan à l'importance stratégique et commerciale de ces rivières. En 1819, plus de 191 bateaux à vapeur ont accosté à la Nouvelle-Orléans, une augmentation significative par rapport à seulement 21 en 1814. Les rivières de Floride ont aussi fourni de l'eau pour l'irrigation, permettant la culture des agrumes, de la canne à sucre et du coton. Les vallées fertiles et les plaines inondables le long des rivières en faisaient également des lieux idéaux pour l'agriculture. En conséquence, l'élevage de bovins en particulier a été une grande partie de l'économie floridienne depuis l'émergence des premiers établissements espagnols. Les rivières avaient également une valeur stratégique pour des fins militaires et de défense. Elles servaient de barrières naturelles et de lignes de défense, avec des fortifications et des tours de guet construites le long de leurs rives pour se protéger contre les menaces étrangères et intérieures. Mais d'une valeur stratégique bien plus grande était le contrôle des détroits de Floride et l'entrée dans le golfe du Mexique. La 8e raison pour laquelle les États-Unis ont acheté la Floride à l'Espagne, le contrôle des détroits de Floride et l'accès au golfe du Mexique, est probablement la plus importante. Pendant environ 250 ans, à partir de la fin des années 1500,
les Espagnols ont envoyé un convoi de navires marchands et d'escortes militaires appelé la flotte de la plaque espagnole de Cuba à l'Espagne. Les navires transportaient de l'or, de l'argent et des pierres précieuses des mines du Mexique et du Pérou, ainsi que de la porcelaine, de la soie, des perles, des épices et d'autres marchandises précieuses d'Asie qui étaient arrivées aux Amériques via la flotte de galions de manille espagnole qui traversait le Pacifique. La flotte de 1715, commandée par le capitaine général Don Juan de Obela, était composée de 12 navires, dont un navire français qui voyageait avec eux. Les flottes de plaques espagnoles en route vers leur pays suivaient le Gulf Stream à travers les détroits de Floride et le long de la côte de l'Amérique du Nord, avant de se diriger vers l'est pour les Açores et l'Espagne. Le voyage, en particulier à travers les Caraïbes et le long de la côte est, était pour le moins périlleux, avec des attaques de pillards français et britanniques, des pirates, des ouragans et des côtes dangereuses à affronter. Dans l'exemple le plus célèbre, 11 des 12 navires de la flotte de 1715 ont été coulés par un ouragan, coûtant la vie à plus de 1500 marins et dispersant des débris sur une zone de 50 miles de la côte de Floride. Le seul navire restant, le Griffon, a survécu uniquement parce que le capitaine ne connaissait pas la côte et a choisi de rester plus loin en mer. La Floride est donc devenue un facteur important dans la capacité de l'Espagne à garantir que ses flottes rentrent avec succès à la maison. Ils ont construit une série de forts pour offrir une protection que les Britanniques ont développée pendant leurs 20 ans de contrôle. Avec les Britanniques, les Français et les Espagnols tous essayant d'établir des colonies et souvent en guerre les uns contre les autres, le contrôle des détroits de Floride est devenu de plus en plus stratégique pour toutes les puissances et plus encore pour les États-Unis. Le contrôle des détroits de Floride et l'accès entre le golfe du Mexique et l'océan Atlantique fourniraient aux États-Unis des avantages significatifs sur ses rivaux. Cependant, la Floride entre les mains d'une puissance concurrente créerait un désavantage tout aussi significatif. Parce que ce n'étaient pas seulement les Espagnols qui utilisaient la route du golfe du Mexique à travers le détroit de Floride pour expédier ses marchandises vers les marchés du Nord et à travers l'océan Atlantique. Et les Américains n'utilisaient pas non plus uniquement les rivières pour transporter leurs marchandises. Le détroit de Floride était également devenu un passage critique pour les convois de marchands américains. En 1815, les États-Unis, la marine avait environ 15 à 20 navires, y compris des frégates, des sloops et des goélettes. Avec le contrôle de la Floride par les États-Unis, la marine pouvait déployer des navires de patrouille, comme l'United States Ship Alligator, pour escorter les navires marchands à travers cette zone vulnérable, les protégeant des attaques de pirates et corsaires britanniques. Avec la marine américaine cherchant à protéger les intérêts et le commerce américain, le contrôle des routes de navigation critiques à travers le détroit de Floride devenait de plus en plus d'une importance primordiale. Cela a créé une 9e raison pour les États-Unis, d'acquérir la Floride, à savoir l'opportunité de fortifier la côte, pour ajouter une protection supplémentaire à ces convois marchands et pour fournir une alerte précoce de toute invasion potentielle par la mer. Elle et les États-Unis envisageaient aussi d'étendre le réseau de forts bâtis par les Espagnols et les Britanniques. Durant les années suivantes, après que les États-Unis ayant acquis la Floride, ils ont en effet construit des forts comme le fort Pickens, le fort Barrancas et le fort McCree dans la baie de Pensacola, qui ont aidé à défendre les navires et les bases navales américaines, garantissant le passage sûr des marchandises et du personnel. L'acquisition de la Floride ouvrirait également de nouvelles opportunités de commerce et d'échange entre les États-Unis, le Mexique et l'Europe, peut-être même jusqu'en Asie, en s'appuyant sur les routes commerciales déjà établies depuis des siècles par les Espagnols. La 10e raison de l'acquisition de la Floride n'est pas quelque chose qui viendrait immédiatement à l'esprit, mais s'est avéré néanmoins inestimable. C'était la capacité à effectuer une navigation et une cartographie rigoureuses. L'un des principaux facteurs entravant le développement économique en Floride a toujours été l'irrégularité et l'imprévisibilité de ses eaux, tant fluviales que côtières. De nombreuses rivières de Floride étaient peu profondes, avec des bancs de sable, compliquant la navigation, surtout pour les grands navires. Ils étaient sujets aux inondations fréquentes et aux changements saisonniers qui affectaient l'agriculture, le commerce et la navigation. Pire encore, une grande partie de la côte et des Everglades demeurait inexplorée et mal cartographiée. Sous le contrôle espagnol, les États-Unis ne pouvaient pas faire grand-chose à ce sujet. Sous contrôle américain, c'était possible, ce qui a été fait. Alors que le gouvernement fédéral et les autorités portuaires locales amélioraient les canaux et les ports et cartographiaient les eaux de la Floride,
La navigation est devenue plus sûre et plus efficace. Cela a facilité la croissance du transport maritime et du commerce américain, notamment dans le golfe du Mexique et le détroit de Floride. Entre 1815 et 1840, les États-Unis ont vendu 540 000 tonnes de navires à des étrangers. Et d'ici 1826, les navires américains transportaient 92,5% du commerce extérieur du pays, une proportion inégalée avant. Alors, maintenant vous connaissez les nombreuses raisons pour lesquelles les États-Unis ont acheté la Floride à l'Espagne. C'était la combinaison de la sécurité, de l'emplacement stratégique, du contrôle du réseau fluvial, d'un règlement durable des litiges frontaliers avec l'Espagne, du désir de s'agrandir, de la protection des colons, de la protection de l'économie esclavagiste, du conflit avec les Séminoles et d'une opportunité économique considérable. Mais quelle que soit la mesure, le mouvement a bien fonctionné. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce la plus grande transaction immobilière de tous les temps, ou en avez-vous une autre en tête qui éclipse celle-ci? Partagez vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.